L'heure et c'est sur Télé 50. Merci de nous suivre. L'actualité, c'est d'abord le point de presse tenu par le porte-parole du gouvernement ce jeudi à Kinshasa. La fosse commune de Maluku qu'il considère comme une affaire en vase clos est le sujet poignant qui a fait l'objet de cette conférence de presse. Lambert Mende a également fait le point sur l'évolution de l'opération Sokola 2 qui consiste à désarmer de force les FDLR dans la partie est de la RDC. Suivez. Devant la presse et quelques personnalités du pays, le porte-parole du gouvernement a tenu à éclairer la lanterne au sujet du dossier de la fosse commune qu'il considère comme une affaire en vase clos. Contrairement à l'effectif de personnes inhumées avancé qui s'élèverait à 425, le nombre total des corps enterrés est, selon le gouvernement, de 421 corps. 57 personnes non identifiées, 30 personnes indigentes identifiées, 26 corps abandonnés à l'hôpital Saint-Joseph de Limete. 12 personnes abandonnées à l'hôpital général de référence de Kinshasa. Si vous faites le total de ces chiffres que je viens de vous donner, vous arriverez au montant, au total paradoxal de 425. Nous avons fait la remarque au gouvernement provincial de Kinshasa et vérification faite, il s'est trouvé une erreur de frappe. 4 noms ont été repris 2 fois. Donc, il ne s'agit pas de 425, mais 421 personnes. Le porte-parole du gouvernement a rappelé cependant qu'il s'agit d'une opération de routine que le gouvernement a toujours fait, ajoutant que cet enterrement n'a aucun lien avec les personnes mortes lors des manifestations du 19, 20 et 21 janvier. L'évolution de l'opération Sokola 2 dans l'est du pays a également été passée en revue par le porte-parole du gouvernement. Plusieurs rebelles FDLR ont été désarmés et plusieurs localités récupérées, a fait savoir le ministre des Médias. Son bilan à ce jour fait état de 162 FDLR capturés, 13 FDLR qui ont tenté de résister au désarmement forcé tués au combat et 62 éléments FDLR qui se sont rendus sans opposer de résistance. Parmi ces 62 éléments, on a compté 15 enfants soldats. Le chiffre global des éléments FDLR neutralisés est à ce jour de 575 en tout, soit 482 de plus que les 93 éléments neutralisés dont je vous avais parlé lors du premier bilan que nous avons effectué fin février. Le bilan des FARDC est élogieux, se réjouit le gouvernement, après 2 mois d'opération de traque contre les forces négatives encore actives dans l'est du pays. Et sachez que le gouvernement a présenté les premiers éléments d'enquête sur le dossier de Charnier à Maluku. Il y a eu bel et bien enterrement au cimetière de Maluku et non une fosse commune, indiquent les investigations. C'est peut-être un pas des enquêtes diligentées par le gouvernement de la République. La précision est du numéro 1 de la police nationale congolaise au sortir d'une réunion avec le procureur général de la République. Suivez. Et c'est une affaire qui préoccupe au plus haut point le gouvernement congolais et qui, à corps et à cri, veut apporter de l'éclairage à l'opinion nationale et internationale. Et cette question a d'ailleurs fait l'objet de l'échange du procureur général de la République avec les services de sécurité congolaises et qui enquêtent sur ces drames. C'est vrai qu'on a été invité par le procureur général de la République pour que nous puissions parler du dossier qui est à la une, le dossier du bulletin qui assure qu'il est sur la fosse commune qui se trouverait à Maluku. Il y a bel et bien eu enterrement au cimetière Fula des Maluku et non une fosse commune, affirme le numéro 1 de la police nationale congolaise au sortir de cette audience. C'est vrai qu'il y a eu enterrement dans les cimetières de Fula de 421 personnes ont été enterrées, des indigents et des morts-nés ainsi que d'autres corps qui ont été abandonnés. Donc voilà l'information qui a été révélée. Devant le procureur général de la République, les services ont amené les premières informations de cette enquête. À notre niveau, nous avons pu ouvrir un dossier et procéder aux auditions. Nous avons pris des dispositions, comme il est toujours de coutume. Lorsqu'on a découvert les sites, il faut les sécuriser. Et nous l'avons sécurisé et nous avons placé une équipe pour que la fréquentation de ces sites ne soit pas donnée à tout le monde.
En attendant les résultats finaux des enquêtes diligentées, le parquet général de la République rassure de son implication du côté du gouvernement central pour disponibiliser aux citoyens congolais la bonne information sur ces dossiers. Parlons francophonie avec le début des travaux ce jeudi de la 7e conférence des présidents de l'APF à Dakar au Sénégal. Les délégués venant de 28 pays d'Afrique francophone discuteront pendant 2 jours de la situation politique et sociale dans les pays d'espace francophone d'Afrique. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le président de l'Assemblée nationale sénégalaise Moustapha Niasse et Aubin Minakou, numéro 1 de la Chambre basse du Parlement congolais. Il prend également part en sa qualité de vice-président de cette organisation. Crispin Chibassou est notre envoyé spécial sur place. Les travaux de la 7e conférence de présidents d'Assemblée de section de la région Afrique de la paix ont été ouverts ce jeudi à l'hôtel King Fahd Palace, ici à Dakar, au Sénégal. Cette conférence est présidée par le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, Aubin Minakou, en sa qualité du premier vice-président de l'APF. Dans sa communication, Aubin Minakou a interpellé ses pairs à pouvoir voter des résolutions contre la recrudescence du terrorisme en Afrique. Les points sur le processus électoral dans les pays francophones devront être examinés au cours de ces assises. En outre, l'ordre du jour de cette conférence prévoit l'examen de la situation politique et sociale dans le pays de l'espace francophone. Débuté ce jeudi, les travaux de la 7e conférence prendront fin ce vendredi dans la soirée. Depuis Dakar, Sénégal, Crispin Chibassou pour Télé 50. Merci Crispin Chibassou. On se rend à la primature à présent où son service de communication a fait une mise au point en réaction aux articles de certains médias étrangers et locaux qui accusent le Premier ministre Matata Ponyo d'avoir touché les pots de vin, le marché de bus de Transco et locomotives de la SNCC. Pas de marché de gré à gré, précise le service de communication de la primature qui balaie du revers de la main toutes les allégations. Fabien Lumbala, qui a lu cette mise au point, a cherché à en savoir un peu plus dans cet élément. Mediapart, un journal local en République démocratique du Congo, accuse le Premier ministre Matata Ponyo d'avoir perçu des grosses commissions dans l'achat de bus Transco, des locomotives de la Société nationale des chemins de fer et la construction des 1000 écoles. Mais dans un communiqué de presse, et contrairement à ces allégations, le service des communications de la primature précise que l'achat des bus Transco avait été conclu de manière compétitive. Dans cette mise au point, le service des communications de la primature met à nu ce qu'il qualifie de campagne de diffamation menée contre le chef du gouvernement congolais. Concernant l'acquisition des locomotives de la SNCC grâce au financement de la Banque mondiale, la communication de la primature demande avoir perçu une quelconque commission. L'argument de la primature semble être massu, car la Banque mondiale n'accorde aucun crédit à la révélation de Mediapart, ni à son confrère de Kinshasa. Nous avons des procédures de passation de marché qui sont très rigoureuses. Donc c'est des procédures qui passent par la validation des dossiers d'appel d'offres par nos experts en passation de marché, par la revue, l'évaluation financière, l'évaluation technique. Mais au-delà en fait de cette procédure de sélection, il y a également tout un processus de suivi lors de la mise en œuvre de ces projets, avec les missions de supervision, avec les audits. Donc à ce jour, nous n'avons aucun élément pour corroborer ces accusations et donc nous ne pouvons nous en tenir qu'à ces faits-là. Donc sur la base du travail que nous avons fait, je ne peux pas supporter les allégations qui ont été reportées dans la presse à ce jour. Comment se sont passés les marchés? Quelles sont les sources de Mediapart? Quel est leur degré de fiabilité? Et pourquoi cette fameuse révélation tombe-t-elle en cette période? Voilà autant de questions qui vont nous guider dans la recherche de la vérité. Ce n'est qu'une partie remise. Autre chose à présent, le chef d'état-major des FARDC séjourne au Katanga. Didier Etumba affirme fouler le sol de la province cuprifère pour une visite d'inspection de ses ouailles. Dès son arrivée, il a appelé les hommes en uniforme au respect strict des lois du pays et aux instructions du commandant suprême, Joseph Kabila.
Après le général Laurent Tchaloé, chargé de l'administration à l'inspection générale de la police nationale congolaise, c'est le tour du chef d'état-major général de FARDC. À son arrivée à l'aéroport de Luano, Didier Etumba était accueilli par les commandants de la 22e région militaire, le général Yav et celui de la 2e zone de défense, le général Tifoua. Didier Etumba dit venir au Katanga pour inspecter le travail de ces hommes. Un militaire doit respecter le règlement qui le régit, il doit respecter les lois de la République et se soumettre aux instructions du commandant suprême des forces armées de la RDC, a déclaré le chef d'état-major général de FARDC. Il convient de rappeler que ce dernier est arrivé au moment où le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et le ministre de la Défense poursuivent leur mission de sécurité dans le nord de la province. Comme pour dire, la sécurité du camp Katanga demeure parmi les priorités des actions du chef de l'État, Joseph Kabila, surtout avec les élections qui pointent à l'horizon. Lumbashi, Jojo Muyumba, Radio Télé 50. Rendons-nous présentement dans la province du Bandundu où la problématique du découpage territorial était au centre de la rencontre entre le gouverneur Jean Kamisendou et le bureau de l'Assemblée provinciale. Eh bien, cette rencontre interinstitutionnelle a permis aux deux parties d'élaborer les différentes stratégies pour la sensibilisation des populations des 3 nouvelles provinces, notamment le Kwango, le Kwilu et le Maïndombe. Nous avons traité de 4 points essentiels. Nous avons notamment parlé des problèmes liés au découpage et à toutes les conséquences. Nous avons dit à ce sujet que le découpage n'était pas le synonyme de division et qu'il fallait faire attention. Toutes les autorités de la province, aussi bien de l'exécutif que de l'Assemblée provinciale, devraient s'impliquer auprès des personnes et de leurs électorats pour leur expliquer que nous devons faire attention à toutes les interprétations qui peuvent mettre à mal le découpage. Nous avons parlé d'autres problèmes dans le secteur de l'enseignement primaire et secondaire. Vous savez qu'on est dans une période où le 15, dans pratiquement une semaine, commence déjà le dépôt des candidatures pour les députés provinciaux. Les 2 grandes institutions de la province, à savoir l'Assemblée provinciale et l'exécutif, ont le devoir de cheminer ensemble en cette période très très sensible qui précède justement le découpage et l'éclatement, j'allais dire, de la province du Bandundu en 3 provinces. La RDC a réalisé des avancées très significatives sur le plan économique et dans les infrastructures. Les indicateurs sociaux démontrent des performances, mais de nombreux défis restent à relever. C'est en substance le constat de Mahamadou Moustapha Ndiaye, directeur des opérations de la Banque mondiale pour la RDC et le Congo-Brazzaville après ses 100 jours de travail à Kinshasa. Il a dressé ce pré-bilan au cours d'une rencontre avec la presse nationale et internationale. Fabien Lumbala a été sur place. Jeudi 9 avril 2015, salle de conférence de la représentation de la Banque mondiale à Kinshasa. Les médias nationaux et internationaux sont conviés à un entretien avec Amadou Moustapha Ndiaye, le directeur des opérations de la Banque mondiale pour la RDC et le Congo-Brazzaville. Le premier constat de Moustapha Ndiaye est encourageant. Le pays de Joseph Kabila a réalisé des avancées très significatives sur le plan économique avec une croissance rapide. Celui des infrastructures, sans oublier les indicateurs sociaux traduisant des performances indéniables. Mais il constate tout de même de nombreux défis à relever pour rendre inclusive cette croissance en RDC. Selon M. Ndiaye, la Banque mondiale est en pourparlers avec les autorités congolaises afin de conclure quelques questions techniques pour des investissements dans le projet Inga 3 et le parc agro-industriel de Bukangalonzo, volet alimentation énergétique. Avec 3,5 milliards de dollars américains comme volume des financements de la Banque mondiale dans 25 projets, la République démocratique du Congo est classée 3e partenaire de la Banque mondiale en Afrique subsaharienne. Une véritable goutte d'eau dans la mer, a reconnu Moustapha Ndiaye.
Dans l'actualité également, le vice-premier ministre en charge de l'emploi, travail et prévoyance sociale, Willy Makiachi, a ouvert ce jeudi dans la salle polyvalente de l'INPP dans la commune de Limete les travaux de l'atelier de recadrage des inspecteurs.